Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus si nombreux. Alors, vous êtes tellement nombreux d'ailleurs que ça va être compliqué. D'habitude, quand on fait une sortie terrain, je dis toujours pas plus de 20 personnes. Donc, évidemment, vous êtes très nombreux, donc on ne va pas faire ce qu'on fait d'habitude sur le terrain. Mais je vais me présenter, vous expliquer ce que je fais dans la vie. Et j'ai amené quelques choses dans mon cabas, même si c'est un cabas qui est un peu inadapté, parce que je n'avais pas vu, j'ai pris un sac marin. Donc c'est pas grave, on n'est pas tout à fait dans la thématique. Donc je m'appelle Catherine Laine, je viens de Clermont-Ferrand, donc je suis de passage, c'est pour ça que Laurent m'a invitée dans cette histoire de passage. Et le passage en question, c'est parce que je suis sur la route de mes vacances. Mais donc j'ai accepté effectivement de venir un petit peu parler des arbres et de mon métier. Donc je suis enseignante-chercheuse à l'université de Clermont-Ferrand, qui s'appelle l'université Clermont-Auvergne. Qu'est-ce que c'est qu'un enseignant-chercheur, une enseignante-chercheuse? C'est quelqu'un qui a deux métiers. Vous entendez, il y a deux mots, enseignant et chercheur. Donc effectivement, j'enseigne la vie végétale à des étudiants, également à des professeurs, parce que je fais aussi de la formation continue de professeurs des écoles, professeurs du second degré. Et puis, je fais de la recherche dans un laboratoire de recherche. Ce laboratoire de recherche, il a un joli nom. Il s'appelle le PIAF. Alors, c'est pourtant pas un labo qui travaille sur les oiseaux, mais c'est effectivement un acronyme, PIAF, qui a évolué au cours du temps, parce que c'est un labo assez ancien déjà, qui date des années 60. Et le A de PIAF, c'est arbre. Je peux vous dire l'ensemble, mais j'ai peur que vous que vous tombiez parce que vous n'êtes pas assis. Donc, PIAF, ça veut dire physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Alors, c'est ronflant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un labo qui travaille sur l'arbre. Donc le modèle général du labo, c'est l'arbre. L'essence varie d'une équipe à l'autre, mais on travaille sur les arbres. Et ce qui est important dans physique et physiologie, etc., c'est la fin, c'est en environnement fluctuant. Donc en fait, on essaye de comprendre comment les arbres perçoivent les facteurs de leur environnement, ces facteurs qui fluctuent à l'échelle de la journée, à l'échelle de la saison, à l'échelle des années avec le réchauffement climatique actuel, et comment ils perçoivent ces facteurs et comment ils répondent à cette perception. Perception plus réponse, c'est ce qu'on appelle en biologie la sensibilité. Donc en fait, c'est un labo qui travaille sur la sensibilité des arbres. Attention, ce n'est pas la sensibilité auquel vous pensez peut-être, celle qui vous fait pleurer quand vous allez au cinéma. Vous êtes peut-être des gens sensibles. Moi, je pleure toujours en regardant un film au cinéma. Donc cette sensibilité-là, ce n'est pas l'émotion. On est en dehors de cette notion-là. On est vraiment sur la notion de sensibilité biologique qui finalement n'est pas loin de la définition du vivant. Une bactérie, c'est aussi sensible. Une bactérie, c'est capable de percevoir les facteurs de son environnement, l'acidité de l'eau dans laquelle elle se trouve, la présence de nutriments, etc. Un arbre, donc, qu'est-ce que ça fait? Quand on se glisse dans la peau d'un arbre, eh bien, la première chose à avoir conscience, vous le savez évidemment, c'est qu'un arbre, c'est fixé. Ça vit au sol, fixé au sol. Donc ça ne peut pas fuir et quitter les lieux pour changer et trouver des conditions de vie meilleures. Donc à l'endroit où il germe, il grandit, toute sa vie d'ailleurs, sa croissance va durer jusqu'à sa mort, et il ne pourra pas bouger. Donc il doit faire face à toutes les contraintes de son environnement, et pour cela, il faut qu'il analyse son environnement en permanence. Et c'est ce qu'il fait. Tous les arbres sont des laboratoires d'analyse qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au moins pendant la période végétative. Mais même l'hiver, il se passe des choses. Il y en a un qui est d'accord là-haut. Donc voilà, donc moi, quel est le facteur sur lequel je travaille? Parce qu'évidemment, dans le labo, il y a plein de gens différents. C'est un labo qui a pas loin de 80 membres, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des personnels administratifs, etc. Et donc, on a 4 équipes qui travaillent sur différents thèmes. La mienne, c'est l'équipe méca. Méca comme mécanique. Et donc, nous, on s'intéresse aux facteurs mécaniques de l'environnement, c'est-à-dire le vent et la gravité. Et en gros, la question qu'on se pose, c'est comment un arbre tient debout longtemps dans un environnement fluctuant. Et comment fait-il pour se redresser? Regardez ceux que vous avez derrière vous. Vous voyez, il y a des arbres inclinés parce que nous sommes près d'un talus. Il ne faut pas que je m'avance, sinon ça va l'arséner. Donc nous sommes sur un talus. Vous voyez qu'il y a des arbres qui ont été affaissés par les glissements du terrain, en fait.
Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces arbres? Je pense que c'est relativement récent, ou bien qu'ils sont déjà un peu trop gros pour pouvoir répondre de manière efficace. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va étudier un arbre qui est incliné par la tempête, par exemple, un coup de vent, ou qui pousse sur une pente, sur un terrain mouvant, et qui fait qu'il a tendance effectivement à s'incliner. Et on va regarder comment il se redresse et revient à la verticale. Parce qu'un arbre, quand on le met quand il perd sa verticalité, il va se courber à la base et retrouver la verticale. Il se courbe et il se décourbe, il fait une espèce de S avant de redevenir parfaitement vertical. Ok? Alors, si vous ne me croyez pas, regardez, j'ai amené un échantillon d'un sapin. Je vous le ferai passer si vous voulez. Donc un rondin qui a été coupé dans un sapin. Et je vais m'adresser au premier rang. Je ne peux pas m'avancer, c'est vous qui devez vous avancer. Ou alors je fais ça. Donc ce rondin, voilà, on va essayer de peut-être le brandir à bout de bras, je ne sais pas, ou le faire circuler. Vous savez comment c'est fait un arbre? Qu'est-ce qu'il y a dans un arbre, tiens, au fait? Si vous devez vous glisser dans sa peau, il faut savoir. Alors, il y a de l'écorce. Alors là aussi, j'ai amené un autre échantillon qui est très pédagogique, parce qu'en fait, ça, c'est un échantillon de chêne liège. Donc on voit l'épaisseur de son écorce de liège qui est très importante. Et comme ça, vu de loin, j'imagine que vous la voyez. Mais combien vous voyez de couleurs sur mon échantillon? 3. Bien vu. Donc vous avez en fait... Alors je vais essayer de tenir, parce que c'est pas facile avec le micro. Non, ça va aller, regardez, parce que je veux que les gens là-bas le voient. Donc ce que je tiens entre mes doigts, c'est l'écorce externe de l'arbre, c'est-à-dire le liège. Il est très épais dans ce chêne liège, mais en fait, si vous regardez tous les arbres autour, là, ils sont tous recouverts du même tissu. Tous les arbres sont recouverts de liège. La différence ici pour le chêne liège, c'est qu'il est très épais. Mais sinon, c'est vraiment le tissu de protection de tous les arbres. Tous les arbres, tous les arbustes, tous les buissons, tous les arbrisseaux, vos pieds de lavande, vos pieds de thym sont recouverts de liège. D'accord? Toutes les plantes, en fait, qu'on dit ligneuses. Ligneuses, ça veut dire qui ont du bois. Donc ça, c'est la couche externe, c'est le liège. Je viens de citer le bois. Allez, je vais mettre l'index dessus. Donc ça, ici, c'est le bois. Et vous voyez que ce tissu, c'est celui qui est majoritaire dans un arbre. Hein, le corps d'un arbre est fait de bois, en fait. Et puis, vous avez dit, il y a 3 couleurs. Vous avez raison, parce qu'entre les deux, il y a une autre couche. D'accord? Un tissu qui est un peu fibreux. Ici, il est un peu plus foncé. Et ce tissu, il est aussi fondamental pour la vie de l'arbre, c'est le libère. Le libère dans lequel coule la sève sucrée fabriquée par les feuilles et qui globalement redescend dans le corps de l'arbre, jusque dans ses racines. Ça va? Le bois, ça sert à quoi? Alors, ça sert à tenir l'arbre debout. Ah ben, ça y est, on est dans le thème. Donc c'est le squelette de l'arbre, mais pas seulement. Le bois a d'autres fonctions. Lesquelles? Vous savez ou pas? Le bois, ça sert à faire circuler l'eau du sol jusqu'aux feuilles. Et cette eau, elle va circuler, chez les chênes, elle circule dans le dernier cerne de bois, celui qui est le plus proche du libère, là, celui qui est sous l'écorce en fait, le plus récent. Tous les autres cernes sont devenus non fonctionnels. Les tuyaux qu'il y a dedans, les vaisseaux, sont bouchés. Donc l'eau, ça circule vraiment sous l'écorce. Ça monte, aspiré par les feuilles, dans le bois. Dans les feuilles vertes a lieu la photosynthèse, si vous voulez, on en dira quelques mots, pour fabriquer des sucres qui redescendent dans l'arbre en empruntant le libère, dans lequel il y a aussi des petits tuyaux. Ok? Donc il y a 2 systèmes de circulation de sève dans un arbre. Voilà. J'ai dit 3 tissus pour faire un arbre. C'est simple. Il y a une dernière fonction dont je n'ai pas parlé du bois, c'est dans les traits blancs qu'il y a dans le bois, dans les rayons. Les rayons, c'est là aussi le long des rayons que la bûche se fend. Les rayons sont les seules cellules vivantes dans le bois. Et dans ces rayons, l'arbre stocke les sucres qu'il fabrique pendant l'été. Il en fabrique énormément. Il en utilise une partie, évidemment, pour vivre, pour faire tourner la machine. Il en utilise une grosse partie pour nourrir ses alliés dans le sol, ses champignons qui vivent au niveau de ses racines. Et puis, le surplus est stocké dans les rayons. Pourquoi faire, tiens? Pourquoi il fait des réserves, cet arbre?
pour tenir l'hiver. Alors pour tenir quand il aura plus ses feuilles, plus exactement pour faire face au froid de l'hiver. Il a besoin d'énergie pour faire face au froid de l'hiver. On a l'impression qu'il ne se passe rien dans un arbre en hiver, surtout chez les feuillus qui perdent leurs feuilles. En fait, il se passe beaucoup de choses, et il se passe essentiellement des choses pour résister au froid. Et puis aussi, il y a un événement qui arrive à la fin de l'hiver, et qui demande énormément d'énergie. Évidemment, c'est le débourrement, l'ouverture des bourgeons au printemps. Étant donné que dans les bourgeons se trouvent les feuilles futures, c'est pas elles qui peuvent fabriquer des sucres pour donner de l'énergie à l'arbre, donc il est obligé de puiser dans ses réserves pour pouvoir débourrer et ouvrir ses bourgeons et pousser au printemps. Ça veut donc dire qu'un arbre, pour qu'il débourre bien au printemps, il faut qu'il ait bien travaillé l'été d'avant et qu'il ait mis plein de réserves dans son bois. Si l'été est trop sec, si l'été, les feuilles ne peuvent pas bien faire leur office, l'arbre sera affaibli, il aura moins de réserves, son débourrement sera plus erratique au printemps. Donc on voit, juste pour vous montrer que les saisons sont liées entre elles dans la vie d'un arbre. Et tout ce qui se passe à une saison prépare en gros la saison qui vient. D'accord ? Alors, je reviens à mon morceau, l'autre. Maintenant qu'on sait qu'il y a 3 tissus dans un arbre. Ah tiens, au passage, vous savez combien vous en avez dans votre corps, là, qui se tient debout comme un arbre? Combien avons-nous de tissus dans notre corps? On en a en gros 250. 250 tissus différents pour faire un homme, 3 pour faire un arbre. Bon, j'oublie un peu les feuilles, où il y a quelques tissus différents, et puis les pointes racinaires. Mais sinon, la majorité de l'arbre, c'est 3 tissus. Donc aussi pour souligner que la vie végétale, puisqu'on parle d'elle, la vie végétale, c'est la parcimonie. Et la parcimonie parfaitement efficace. Parce que l'arbre se distingue par sa longévité. Souvent une longévité qui est supérieure à la nôtre. Donc on peut tout à fait vivre parfaitement adapté à son milieu, alors qu'on est fait de 3 tissus très simples. Donc la parcimonie végétale. Le deuxième point, donc mon petit morceau de bois, il est où? C'est juste pour que je sache. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vous vois faire des gestes. Voilà. Il y a des cercles, hein, d'accord? Les cercles, ce sont les cernes de bois, ok? Que l'arbre a fabriqué. Il en fabrique un par saison. On dit un par an. C'est un abus de langage, parce que ça commence, la fabrication d'un cerne, ça commence au printemps, au réveil de l'arbre, et ça s'arrête, c'est fini là. On est 21 juillet, c'est fini. Ça s'arrête en gros jusqu'à fin juin. D'accord? Donc c'est pendant quelques semaines, fabrication d'un nouveau cercle de bois qui vient s'ajouter à tous ceux que l'arbre a déjà fabriqués et qui sont au cœur de son tronc. Je rappelle que le cerne de bois le plus récent, c'est celui qui est sous l'écorce, donc le plus périphérique. D'accord? Qui l'a fabriqué? Là où vous avez votre doigt exactement, c'est une zone de cellules souches qui est là sous l'écorce. Un des secrets de jeunesse de l'arbre, c'est le cambium. Le cambium, c'est une zone de cellules qui se divise activement pendant quelques semaines et qui, sous ces cellules, donc vers l'intérieur du tronc, fabrique ce cerne de bois. D'accord? Alors, reprenons la description de ce morceau quand même qui est bizarre. Déjà, rien qu'avant même, on était déjà sur l'intérieur, mais regardez même la forme. Alors, la coupe est passée au niveau de passage de branches, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il a 2 oreilles, mais quand même, vous voyez très bien qu'il n'est pas voilà, il n'est pas circulaire, il a l'air déséquilibré, on dit qu'il est ovalisé. Et il est ovalisé parce qu'il a fabriqué un bois vraiment bizarre dans la partie la plus épaisse, là, celle que vous tenez vers le haut. Voilà, il a des cernes de bois qui sont déformées. Okay? Et puis au cœur de l'arbre, reprenez votre description avec le geste, c'était pas mal. Voilà, on voit au début de sa vie, vous êtes là au début de sa vie, quand vous décrivez là, vous voyez qu'il y a des cernes tout à fait réguliers. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va compter ensemble si vous voulez bien, mais il faut me le rendre, parce qu'il n'est pas facile à compter, parce que les cernes sont un peu compliquées à compter. Mais on va compter ensemble, je vais poser le micro, je vais crier. Oui, éventuellement, mais sinon je vais parler fort. Donc ce sapin, il a été coupé en 2016. Le bûcheron qui me l'a donné, c'était l'année 2016. Donc ça veut dire que le dernier cerne, celui qui est là, c'est celui de 2016. Comme il y en a un par an, on peut remonter le temps. D'accord? On va le faire ensemble? Donc 2016, 2015, 14, 13, 12, 11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je m'arrête à l'an 2000. C'est le premier cerne bizarre. Il est ici, il est bien sûr parfaitement concentrique avec les autres, mais il est élargi sur une face et pas sur l'autre. L'an 2000, ici, ça veut dire que le cerne d'avant, c'est 1999. Le dernier cerne normal, c'est 1999. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1999 et l'année ? Voilà, donc c'est bien parce que j'ai le public qu'il faut, c'est-à-dire celui qui a vécu cette fameuse tempête. Il y en a même eu 2 qui sont passés entre Noël et Nouvel An et qui ont mis par terre pas mal de nos forêts. Eh bien, ce jeune sapin, parce qu'il avait une quinzaine d'années ici, il poussait au début parfaitement droit dans sa plantation. Les cernes étaient donc réguliers parce qu'il était vertical, bien droit. Le vent est passé, l'a incliné. Et dès le printemps de l'année 2000, il a commencé à fabriquer un bois différent de celui qu'il faisait jusqu'à présent. Et ce bois, il l'a fait à peu près jusqu'à sa coupe. La coupe ici, ce rondin, était dans la courbure de cet arbre. Donc il était en train de retrouver la verticale. Coupé dans la courbure, je vois en fait le bois muscle qu'il a mis en place. Alors ce bois, il est mécaniquement très actif. Comme c'est un conifère, c'est un bois qui se dilate dans le sens du tronc, longitudinalement. Se dilatant, eh bien, ce bois est déposé sur la face inférieure du tronc incliné, celle qui regarde le sol, d'accord ? Et comme ça se dilate, eh bien, ça pousse et ça redresse le tronc vers la verticale. Donc ce bois se comporte comme un vérin, d'accord ? Et donc je peux lire exactement l'histoire de la vie de cet arbre et voir que c'est un arbre qui a eu un traumatisme, merci beaucoup, ce traumatisme qui l'a incliné. Et suite à ce traumatisme, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a surmonté ce traumatisme pour retrouver la verticalité perdue, c'est-à-dire qu'il est revenu à une vie quasi normale. Et ça s'appelle comment ? Quand on surmonte un traumatisme. Ça s'appelle la résilience. Ce mot de résilience, c'est un mot qui a été inventé dans le monde médical pour décrire la vie d'un homme ou d'une femme vivant un accident grave, un traumatisme grave. Et la résilience, c'est le fait de surmonter le traumatisme, de l'accepter et de reprendre une vie socialement acceptable. C'est la définition de la résilience. Eh bien, c'est exactement le mot qu'on utilise chez les arbres. Voilà la preuve qu'un arbre est résilient. Il peut tout à fait, après un traumatisme, s'il reste en vie, il est resté enraciné, donc il est resté en vie, il peut tout à fait retrouver une vie socialement acceptable, c'est-à-dire verticalité retrouvée, et reprendre une vie d'arbre. Bien sûr, il est courbé, bien sûr, il est tordu, mais il a retrouvé une vie d'arbre. Donc, le deuxième mot important, je trouve, moi, dans la vie des arbres, et dans la vie végétale en général, après la parcimonie, c'est la résilience. Essayez de faire crever un arbre, vous aurez du mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a plein de moyens de surmonter les traumatismes qu'on lui inflige. Alors, pas tous, il y en a qui sont plus ou moins forts, mais la plupart des feuillus, par exemple, sont des arbres qui rejettent de souches. Donc, vous coupez l'arbre, vous laissez la souche en terre. Que va faire la souche ? Elle va régénérer, elle va faire apparaître ce qu'on appelle des gourmands, enfin ce que vous appelez des gourmands, ce que les scientifiques appellent des suppléants, qui sont de nouveaux troncs qui vont reconstruire l'arbre et lui redonner la verticalité qu'il a perdue. Alors, à la place d'un châtaignier avec un seul tronc, on se retrouve au bout de 30 ans avec une cépée de châtaignier, pas de champignons, une cépée de châtaignier. Il peut y avoir aussi les cépées de champignons autour. Mais ce châtaignier, c'est toujours un arbre, bien qu'il n'ait plus un seul tronc. La définition d'un arbre, normalement, c'est un tronc unique, une tige dominante, un tronc unique. Là, il n'aura plus cette définition-là, mais il sera toujours un arbre. Voilà. Ensuite, j'ai bien parlé. Vous me dites, je ne sais pas le temps que j'ai encore. C'est très bien, je peux encore parler. Parce que, voilà, il y a une chose que je voulais vous faire remarquer dans ce sous-bois. Retournez-vous et regardez. Et dites-moi ce que vous voyez. Du lierre. Merci, madame. Parce que, évidemment, vous voyez des troncs, donc des arbres, mais vous voyez que dans ce sous-bois, alors on est un peu dans un taillis, mais ce qui est formidable ici, j'arrive là, la première chose que je vois, c'est « Ah, génial, il y a du lierre partout ». Le lierre, c'est le mal-aimé.
le mal-aimé de la vie végétale. Et pourtant, c'est un trésor. Trésor de la biodiversité, le lierre. Pourquoi? Parce que le lierre, d'abord, ne se nourrit pas de l'arbre. Ça n'est pas un parasite. Il ne fait que s'en servir de support pour grimper. Donc c'est une plante rampante au sol, et dès qu'elle touche un support vertical, hop, elle monte. Ça peut être un arbre, ça peut être un mur, ça peut être un poteau télégraphique en béton. La preuve que ce n'est pas un parasite. Il ne peut pas se nourrir du poteau. Une fois monté, donc, il atteint les sphères un peu plus supérieures. Pourquoi il monte? Pour profiter de la lumière. Mais jamais le lierre n'atteint le sommet de l'arbre. Jamais. Sauf si l'arbre lui-même est sénescent. Si c'est un arbre en fin de vie, là, le lierre va le dépasser, va l'envahir et vraisemblablement le faire s'écrouler d'ailleurs. Mais si l'arbre est en bonne santé, il croît tous les ans. Sa croissance fait qu'il est toujours au-dessus du lierre. Les feuilles seront toujours au-dessus du lierre. Et donc le lierre n'est absolument pas gênant. Deuxième avantage, le lierre va faire une sorte de manteau sur les troncs et donc va protéger l'arbre du froid de l'hiver, limiter le gel et aussi limiter les coups de chaud de l'été. Troisième avantage, le lierre, c'est une plante décalée. C'est une plante qui a un cycle de vie décalé par rapport au cycle de vie de toutes les autres pratiquement. C'est-à-dire que ça fleurit très tardivement, le lierre, ça fleurit à l'automne, en septembre, octobre. Et là, vous avez des grappes de fleurs un peu jaunâtres qui ruissellent de nectar. Ce sont des fleurs très nectarifères et donc qui nourrissent les pollinisateurs qui, par ailleurs, ne trouvent plus rien à manger autour parce qu'il n'y a plus de fleurs ailleurs, à part dans les plates-bandes, mais ce sont des fleurs importées. Donc le lierre est source de nourriture à l'automne et comme il fleurit tardivement, septembre-octobre, il va faire ses fruits, une fois fécondées, ces fleurs, elles vont se transformer en fruits au mois de janvier, à peu près, janvier, février. Ça fera des petites baies noires. Et ces petites baies noires, en général, ça fait rigoler les étudiants, ça. Petites baies noires. Voilà. Donc, les petites baies noires qui nourrissent tous les passereaux, les petits oiseaux, qui restent là, qui ne sont pas les migrants, et qui restent dans nos contrées et qui ont besoin de se nourrir en plein hiver, là aussi, lorsque tous les autres fruits auront déjà été consommés. Donc c'est une plante miraculeuse. Il y a plein d'autres avantages au lierre. L'abri pour beaucoup de faune, d'araignées, d'insectes, etc., d'oiseaux, de petits mammifères. Donc c'est un refuge aussi, le lierre, pendant l'hiver, pour toutes ces espèces-là. Donc c'est une marque de biodiversité, le lierre. C'est un signe de bonne santé des écosystèmes. Et s'il vous plaît, maintenant que je vous ai dit tout ça, vous êtes devenus des ambassadeurs du lierre et vous allez répandre la bonne parole dans les campagnes pour que les voisins arrêtent de couper les lierres. Parce qu'en général, le lierre a mauvaise presse. Donc le lierre étouffe mon arbre, le lierre va faire tomber mon mur. En général, le lierre, il tient ton mur. Donc si tu l'enlèves, oui, le mur va tomber, c'est sûr. C'est sûr. La seule dérogation que j'accorde, c'est lorsque le lierre atteint le toit de la maison et qu'il risque de soulever les tuiles. Donc là, évidemment, c'est pas très bon pour votre foyer. Donc vous avez le droit de lui couper la tête. Et il repartira, il fera des ramifications plus bas, il n'y a aucun souci. Voilà. Le lierre qui reste toujours vert aussi tout l'hiver. Hein, donc c'est une plante qui vit toute l'année. Voilà, je pense que j'ai à peu près... J'ai pas fait le tour parce que rentrer dans la peau d'un arbre et comprendre son fonctionnement, eh bien, ça prendrait plusieurs heures. Mais si vous êtes intéressé, je vais faire ma petite pub quand même. Vous pouvez lire mon livre qui s'appelle Dans la peau d'un arbre, qui est sorti chez Belin il y a maintenant 2 ans, printemps 2021, qui est toujours d'actualité, il n'y a pas de souci. Et vous y apprendrez plein de choses sur les arbres. Je vous remercie. Et j'attends vos questions. Merci. Et le livre est passionnant. Hein, je merci. Est-ce Est-ce que vous avez des questions, monsieur? Si on plante un arbre dans une fusée, par exemple, Dans une fusée? Une fusée? oui, Une il fusée. n'y a pas avec la pesante. Ah, d'accord. Dans quel sens il va pousser? Ah oui, c'est une très bonne question. Donc, c'est une très bonne question que, justement, nous, on étudie au labo. Donc, effectivement, le fait de pousser à la verticale et le fait, quand un arbre est incliné, le voir se redresser à la verticale, ça veut dire qu'il l'aperçoit, cette verticale. Donc, il perçoit quoi? Il perçoit la gravité. D'accord? Ça veut dire, votre question, c'est en l'absence de gravité, que fait-il? Okay. Donc nous, c'est difficile de mettre un arbre dans une fusée ou dans la station spatiale internationale parce que c'est gros, un arbre, donc c'est pas possible. Par contre, on a envoyé des germinations.
Donc on peut regarder comment pousse la jeune racine, la petite tige, dans des petites boîtes de pétri, c'est tout petit, qu'on envoie dans la station internationale. Et c'est jamais des arbres, c'est des lentilles qu'on envoie. Bon, c'est déjà pas mal. On envoie des lentilles dans l'espace, nous. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que, effectivement, en l'absence de pesanteur, donc en l'absence de gravité, la racine ou la tige qui sort, elle sort avec un certain angle et elle garde cet angle-là. Et elle pousse, quel que soit l'angle. Hop, jamais elle va se redresser. Et elle pousse parfaitement droite. Elle ne cherche pas la lumière particulièrement. Alors ça aussi, c'est une autre question, parce que souvent, on pense que l'arbre, pourquoi il pousse à la verticale? Parce qu'il va chercher la lumière. Alors la lumière est un facteur qu'il perçoit, effectivement. Mais en fait, nous, on a montré à Clermont-Ferrand, et ça n'avait jamais été montré avant, qu'on a réussi à décorréler les deux facteurs, la gravité et la lumière. Comment faire? Soit j'éteins la lumière, et puis j'incline un arbre dans le noir, et je regarde, est-ce qu'il va se redresser? Le problème, c'est que le redressement d'un arbre, c'est une réponse de croissance. Et que pour croître, il faut fabriquer des sucres. Donc il faut de la lumière. Donc on ne peut pas éteindre la lumière et voir ce qui se passe dans les mois qui viennent, ça ne marche pas. Donc on se dit, à ce moment-là, si je ne peux pas éteindre la lumière, j'éteins la gravité. Donc c'est votre question, difficile, parce que sur Terre, partout, la gravité, elle est là, je ne peux pas y échapper. Je peux quand même faire tourner des arbres sur eux-mêmes. Donc on a des manèges, des petits manèges, où on fait tourner des arbres sur eux-mêmes, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Et on montre, quand un arbre tourne sur lui-même, effectivement, il perd le sens de la gravité, parce qu'il est en apesanteur, finalement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit des énormes sphères tapissées de lumière. On a mis tout un réseau de LED dans cette sphère creuse, pour que les arbres qu'on place dans la sphère, inclinés, soient éclairés de toutes parts. Donc la lumière, là, vient de partout, du haut, des côtés, du bas, ce qui fait que le signal lumière du ciel, c'est-à-dire lumière en haut, n'est plus là. Donc on annule le signal vertical lumière en faisant un éclairage uniforme de l'arbre. Et là, quand on incline ces arbres dans la sphère, ils se redressent parfaitement à la verticale en suivant le même mouvement que ce qu'on voit dans la nature. Donc ça veut dire que la perception de la gravité est plus importante pour l'arbre que la perception de la lumière. D'accord? Quand on fait tourner un arbre, donc quand un arbre se courbe, voilà, si on le met à l'horizontale et qu'on le fait tourner sur lui-même, il va pousser tout droit. Il ne va jamais se redresser, il reste à l'horizontale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on perturbe le système de perception de la gravité de l'arbre. Alors où est-il, ce système? Et chez nous, où est-il d'ailleurs, vous le savez? Parce que nous, on se tient debout aussi, hein, c'est-à-dire que notre corps est capable de percevoir la verticale. L'oreille interne. Dans notre oreille interne, nous avons des petits canaux dans lesquels il y a des petits cailloux, on appelle ça des otolithes. Ces petits cailloux de carbonate de calcium sédimentent en tombant à la verticale dans notre oreille interne. Quand on se couche, les petits cailloux coulent, d'accord, et changent de position, et donc leur position indique la position du corps. J'ai oublié de dire que ces petits cailloux pesaient sur des cellules ciliées qui sont des cellules sensibles, qui génèrent des signaux électriques qui s'en vont jusqu'à notre cerveau, en passant par le cervelet, et que tout ça s'est intégré par notre cerveau très compliqué pour arriver à avoir une réponse adaptée. Dans un arbre, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas d'oreille interne, il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de muscles, encore que je vous en ai montré, des muscles en bois. Hein. Mais donc ça ne peut pas marcher de la même façon. Et pourtant, là aussi, on a découvert que sous l'écorce, juste dans le jeune bois, et dans le libère également, il y a des cellules vivantes qui possèdent à l'intérieur des gros grains, c'est des gros grains d'amidon, et ces gros grains sédimentent au fond de la cellule. Et quand on incline la plante, les grains coulent dans la cellule comme un sablier, si vous voulez, comme un tas de sable, et changent de position. Et ce changement de position indique à la cellule qu'au lieu d'être bien verticale, elle est devenue inclinée. D'accord? Donc c'est un système tout à fait comparable au nôtre, parce que c'est un système d'indicateurs, gros grains d'amidon ou otolithes, qui sédimentent avec la pesanteur et qui vont peser au fond des cellules et changer de position quand la cellule change de position. Donc c'est le même principe en fait. Donc les arbres font exactement comme nous. Alors il n'y a pas de cerveau, on a dit, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre intégrateur. Et ça veut dire que cette perception de la gravité, elle est diffuse le long de tout le corps de l'arbre. Et on ne sait pas comment l'arbre intègre les millions de petits signaux que lui envoie, que chaque cellule produit. Ça, c'est encore la boîte noire. On ne comprend pas comment tout le signal est intégré
dans l'arbre. En tout cas, il l'est bien, hein, parce que la courbure et la décourbure de l'arbre, qui fait qu'il se rectifie, ça se passe à l'échelle de l'arbre entier. Donc il y a bien une intégration des informations dans l'arbre entier. On ne sait pas encore comment. D'accord ? Donc en conclusion, je dirais que l'arbre fait exactement comme nous pour percevoir cette gravité. Et quand je dis ça, vous devriez me jeter des cailloux pour me dire, vous dites ça à l'envers. C'est pas l'arbre qui fait comme nous. C'est nous qui faisons comme lui. Pourquoi ? Parce que l'arbre, il est là depuis bien plus longtemps que nous sur cette planète. L'arbre, les premiers arbres, c'est la révolution dévonienne. On est vers moins 475 millions d'années. 475 millions d'années. L'homme, les premiers, alors ça dépend où vous placez la barre pour dire si c'est vraiment des hommes ou pas, mais on va dire en gros 3 millions d'années. 475, 3. Donc les arbres sont là depuis bien plus longtemps que nous. Nous faisons exactement comme eux pour nous tenir debout. Pourquoi ? Parce que la contrainte est la même et nous vivons dans le même milieu. Le milieu aérien et la contrainte, c'est la verticalité. Donc c'est la même contrainte, ce qui fait que les réponses évolutives se ressemblent sur leur principe en fait. Oui. Moi j'ai une petite question. Vous aviez commencé au début en disant que effectivement les arbres ne pouvaient pas se déplacer. Par rapport au réchauffement climatique, le temps d'adaptation qui sera nécessaire pour les arbres semble insuffisant. Oui. Et donc quelles sont les possibilités de les aider ou de s'adapter, ou de faire adapter nos forêts? Voilà, donc ça c'est la question qui tue. Celle qui... c'est dommage en début de festival parce qu'on va tous aller se pendre là. Parce qu'en général c'est un peu anxiogène. Donc la question, si les gens ne l'ont pas entendu, c'est les arbres vivent fixés, donc ils ne se déplacent pas. Donc comment faire face au réchauffement climatique? Vont-ils s'adapter? Vont-ils migrer? Alors, parce qu'effectivement, premièrement, les arbres sont fixés, mais se déplacent de génération en génération par leurs graines, leurs fruits et leurs graines. Et par exemple, les arbres qui peuplent notre pays, que ce soit le chêne, le hêtre, il y a 13 000 ans de ça, n'étaient pas là. Il y avait une couche de glace ici, et ils étaient dans les Balkans, et ils sont remontés des Balkans en suivant plusieurs voies pour coloniser toute l'Europe. Donc effectivement, les arbres peuvent bouger. Mais je me souviens plus des chiffres, mais en gros, il faut, c'est une avancée de 400 mètres par siècle, ou quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est très lent, d'accord ? Ça veut dire que le réchauffement climatique que nous percevons, vous avez vu à notre échelle d'homme, hein, en 10 ans, comme nous avons vu notre monde changer et nos étés changer. Donc c'est évidemment, ces changements sont beaucoup trop rapides pour que les arbres puissent fuir. D'accord ? Donc en gros, ils vont crever. Voilà. Ceci étant dit, ils vont crever, mais pas tous. Parce que dans une population, ici dans ce taillis, mais vous prenez une hêtraie ou une chênaie, vous avez autant de patrimoine génétique différent que d'arbres. Comme ici, dans cette assemblée d'hommes, nous sommes tous de la même espèce, Homo sapiens sapiens, et pourtant, pas un d'entre nous ressemble à son voisin. Pourquoi ? Parce que nous avons des patrimoines génétiques légèrement différents. Nous sommes une illustration de ce qu'on appelle le polymorphisme génétique, ou la diversité génétique. D'accord ? Dans cette population d'hommes, il y en a peut-être qui sont adaptés à manger des champignons un peu plus toxiques que d'autres, ou je ne sais pas, enfin, on a des compétences différentes. Je dis ça parce que c'est pour vous dire que peut-être que ce soir vous allez manger une poêlée de champignons et sur les, je sais pas, vous êtes 50, 60, et ben il y en a 58 qui mourront demain et deux qui ne mourront pas. Et ces deux-là, bon, j'exagère, hein, mais je veux dire, ils seront armés par leur patrimoine génétique pour faire face. Dans ma population d'arbres, c'est pareil. J'ai certainement des sujets plus résistants que d'autres à la sécheresse, dont la descendance pourrait hériter de ces allèles, de ces formes de gènes plus fortes, et donc faire face, et au bout de X générations, occuper le terrain et faire que la hêtraie est toujours là. Le problème, encore une fois, c'est que ça va trop vite, et qu'effectivement, il n'y aura pas le temps pour que ces générations futures puissent s'adapter, enfin puissent émerger. Donc, quelles sont les solutions ? Les solutions, soit on laisse faire. On laisse faire, ça c'est la première, c'est de dire, bon, bah, tant pis, c'est comme ça, on laisse faire. Et effectivement, en laissant faire, je suis persuadée que les forêts vont évoluer, celles qui sont actuellement présentes vont disparaître, et puis dans quelques générations d'hommes, vous aurez d'autres types de forêts qui arriveront. Le chêne vert qui remontera de Méditerranée, il faudra longtemps, hein, mais il arrivera un jour ou l'autre, il s'installera. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie sera toujours plus forte, et elle trouvera toujours son chemin. Seulement, nous, hommes, au passage, on souffrira beaucoup.
D'accord? Donc la deuxième solution, c'est de prévoir les forêts de demain. C'est ce qu'essayent de faire, ce à quoi réfléchissent les scientifiques, et puis les gestionnaires forestiers, que ce soit l'ONF, le CRPF, etc., pour dire qu'est-ce qu'on plante maintenant, aujourd'hui, pour qu'on ait des forêts demain, c'est-à-dire dans 50 ans. Et effectivement, il y a des tas de programmes d'essais dans nos forêts actuellement. Il y a ce qu'on appelle les îlots d'avenir. Les îlots d'avenir, c'est des petites parcelles, quelques hectares, sur lesquels on est venu planter des essences dont on sait qu'elles résistent bien à la sécheresse parce qu'elles viennent plutôt du bassin méditerranéen. Donc des pays de l'Est. Donc on a planté comme ça quelques essences qui n'ont pas l'habitude de pousser par ici. Et puis on regarde comment elles vivent, comment elles s'adaptent, comment elles grandissent. On les surveille aussi pour pas qu'elles s'échappent de l'îlot, parce que on pourrait faire venir, on l'a fait par le passé, on pourrait faire venir des espèces envahissantes, donc on fait attention à ça. Et on regarde. Et selon les résultats dans les 10, 20 ans à venir, eh bien on va choisir ces essences-là pour replanter des mélanges différents. Donc nos forêts, elles seront différentes, c'est sûr. Il y a un autre programme aussi qui est en cours actuellement, mais c'est un peu ponctuel, mais je trouve ça tellement beau. Ça s'appelle le programme Giono. Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. Le programme Giono, c'est un programme... Le texte demain soir, super, en clôture. formidable. Eh bien, le programme scientifique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un programme de migration assistée. Donc, au lieu d'attendre les 400 mètres par siècle, on va forcer la migration. Donc, on est allé chercher des faînes, des hêtres de la Sainte-Baume, le massif de la Sainte-Baume, vers la montagne de la Sainte-Victoire, là-bas, vers Aix-en-Provence. On a récupéré des faînes, des hêtres qui vivent là-bas. Pourquoi? Parce que ces hêtres vivent dans un climat très sec. Et donc, ils vivent très bien. Alors que le hêtre, on sait que c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Donc, ces hêtres-là, visiblement, sont plutôt costauds et résistants face à la sécheresse. Donc, on a pris leurs faînes, on les a fait germer dans le centre Val-de-Loire et on est allé replanter les jeunes arbres dans la forêt de Verdun, dans le Grand Est. Ça fait une quinzaine d'années que c'est commencé et ils commencent à être assez beaux, ces arbres. Ils grandissent. Alors l'espoir, c'est quoi? C'est qu'ils poussent, déjà, ils s'adaptent dans la forêt où on les a mis. Et c'est pas pour replanter toute la forêt, c'est pour amener des semenciers. Et donc on espère qu'ils vont, à l'âge où ils auront des fleurs, qu'ils vont se croiser, s'hybrider avec les hêtres locaux, pour que dans leur descendance, il y ait quelques enfants, beaucoup d'enfants, qui héritent des bons gènes pour résister à la sécheresse. Donc en fait, on amène dans la forêt une espèce d'aide extérieure, d'arbres déjà, de super-héros face à la sécheresse et qui peut-être pourront aider la forêt à faire face. Et puis d'autre part, et je terminerai peut-être là-dessus, je pense qu'il est temps, mais c'est compliqué, parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue avec les scientifiques, avec les gestionnaires forestiers, toute la filière bois. Parce que ce qui est dramatique, c'est de voir en fait que les arbres meurent, mais dans des conditions de plantation. Par exemple, quand on voit les photos des forêts d'Argonne, toujours dans le Grand Est, qui sont des forêts d'épicéas complètement décimées par la sécheresse, et les scolites, parce qu'en fait, ils sont morts grignotés par les scolites. Pourquoi? Parce qu'ils ont été affaiblis par les canicules et sécheresses répétées. Mais pourquoi? Mais parce que ces arbres-là, ils n'ont rien à faire là. Ça ne sont pas c'est pas leur aire de répartition. Les forêts d'Argonne, la plaine, enfin du moins la basse altitude. L'épicéa, c'est un arbre originaire de l'arc alpin. C'est l'étage même subalpin dans les Alpes, donc au-dessus de nos étages montagnards qu'on peut trouver ici dans la région. Enfin, il n'a rien à faire là. Mais on l'a mis là-bas. On l'a planté là-bas il y a 40 ou 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de problème de sécheresse, parce que ça pousse vite et que c'est la production de bois, etc. Et on se rend compte maintenant que ils sont fragiles parce qu'ils ne sont pas à leur place. Donc déjà, peut-être réfléchissons à mettre des arbres qui soient adaptés au climat local. Le problème, c'est que le climat local évolue très très vite. Oui. Juste, vous faites allusion là à la diversité. Il ne faut pas planter de forêt. Alors, c'est ça. Donc effectivement, on est là aussi, les scientifiques ont des programmes là-dessus pour prouver. Parce que le problème d'un scientifique, je vais vous dire le problème de ma vie à moi, c'est que tout ce que je dis, il faut que ce soit démontré, publié, prouvé, approuvé. Et voilà. Donc un scientifique, il ne dit pas normalement, il ne devrait pas dire des choses qui n'ont pas été publiées, qui n'ont pas été prouvées. Donc dire que les forêts mixtes s'en sortent mieux que les plantations monospécifiques, ce n'est pas encore prouvé.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore suffisamment de littérature pour dire oui, on est sûr que c'est vrai. Par contre, d'expérience, je pense qu'effectivement c'est vrai. Parce que dans une plantation monospécifique, vous plantez le même arbre partout. Et vous introduisez le parasite, le scolite. Mais c'est pain béni pour lui, parce que c'est comme si je vous plante devant un champ de pain au chocolat. Voilà, et c'est libre service. Vous pouvez manger jusqu'à plus faim. Donc, effectivement, là, il y a de quoi propager et faire en sorte que le parasite devienne en très grande quantité. Si, au contraire, il n'y a plus que quelques épicéas au milieu de hêtres, eux-mêmes poussant, gainés par des charmes, etc., eh bien, ce parasite qui ne se nourrit que de l'épicéa, il aura moins à manger et il aura plus de mal à gagner d'un arbre à l'autre, et donc la maladie se propagera moins vite. Donc c'est un petit peu logique, mais il faut que ce soit prouvé pour être vrai. Donc la question, oui, c'est est-ce qu'on replante des plantations monospécifiques? Est-ce qu'on plante des forêts mixtes? Moi je dis il faut les deux. Il faut les deux, pourquoi? Parce que là aussi, je pense qu'on a besoin de bois. Et je suis sûre de ne pas me tromper, si je vous regarde tous, vous avez du bois chez vous. Parce que vous avez un lit dans lequel vous couchez, vous avez des étagères où vous posez vos livres, vous avez peut-être une cheminée, peut-être pas, mais peut-être aussi une cheminée ou un poêle à bois. Donc vous avez du bois dans vos maisons, vous avez des lambris, vous avez des parquets. Le bois, on en a besoin. Les sociétés humaines sont liées à l'arbre depuis toujours. Donc il nous faut du bois. Si on n'a que des forêts mixtes gérées en jardinet, c'est-à-dire je prends un arbre de temps en temps, je suis désolée, mais ça ne tiendra pas. Il nous faut du bois aussi en grande quantité. Donc je pense qu'il faut les deux. Par contre, les plantations, peut-être qu'on peut aussi faire en sorte de ne pas les récolter tout en même temps. On peut aussi imaginer un mode de récolte jardinée dans une plantation, pourquoi pas. Voilà. Et je terminerai, comme ça vous n'avez plus la parole, parce que je sais, moi j'ai la solution contre le réchauffement climatique. Je l'ai. Parce que le réchauffement climatique, c'est lié, on le sait, à nos émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et pour diminuer ces émissions de CO2 dans l'atmosphère, nous avons des alliés, ce sont les arbres. Les arbres captent le CO2, en font des sucres et stockent ce carbone dans leur bois. Tant que l'arbre ne passe pas à la casserole, c'est-à-dire dans votre cheminée, ce stockage est durable. Et donc, pour sauver le monde, il faut la culture. Parce que la culture, c'est quoi? C'est des livres que vous posez sur des étagères. Donc, c'est que des arbres. Et cette culture, elle va stocker votre carbone sur vos murs pour le restant de votre vie et des générations futures. Voilà, quand la culture sauvera le monde. Je vous remercie. Un grand merci, Catherine, c'était passionnant. Merci. Vraiment formidable.